Comment anticiper et minimiser les risques psychosociaux dans le cadre de PSE ou de plans de départ volontaire? On en parle tout de suite avec mon invité, Joël Granger, associé au sein du cabinet Flichy Granger Avocat. Joël Granger, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment identifier les facteurs spécifiques générateurs de risques psychosociaux dans le cadre de plans de départ volontaire ou de PSE? Alors, vous savez, quand il y a un plan de départ volontaire ou un plan social, il faut s'intéresser à ceux qui partent, mais il faut aussi s'intéresser à ceux qui restent. Alors, pour ceux qui partent, il y a une grosse différence entre un plan social et un plan de départ volontaire. Dans le plan de départ volontaire, c'est celui qui part, qui a choisi de partir. Et par conséquent, il n'est pas du tout dans le même état psychologique que celui qui, dans le cadre d'un PSE, est désigné pour partir. Bien sûr. Et évidemment, pour ceux qui partent, ceux qui sont désignés, ça génère tout un tas de risques psychosociaux qu'on imagine bien. Le risque de perte de l'emploi, le risque de perte de confiance. Bref, tout ce qui est associé finalement à l'insécurité que va générer la potentielle rupture du contrat de travail. On ne retrouve pas ça pour le plan de départ volontaire. Par contre, là où c'est un peu identique, c'est pour ceux qui restent. Ceux qui restent, évidemment, ils se disent, mais l'entreprise, elle avait telle et telle activité, on va être moins pour le faire, ça va peut-être me créer une surcharge de travail, on va peut-être me demander des choses que je ne suis pas capable de faire, et là, vous avez d'autres risques psychosociaux qu'il faut essayer de prévenir du mieux possible. Quelles sont les obligations spécifiques de l'employeur en matière de risques psychosociaux dans le cadre de PSE ou de plans de départ volontaire? En fait, c'est l'application des principes généraux de prévention qui s'appliquent. Il n'y a pas de dispositif spécifique, d'obligation particulière à l'occasion d'un plan social. On D'accord. doit appliquer les règles qui s'appliquent à l'employeur en toutes circonstances sur le lieu de travail. Et donc l'employeur doit prendre les mesures pour prévenir les risques liés à la santé physique et mentale des salariés. Alors naturellement, les mesures vont être particulières, mais il n'y a pas dans les textes, à proprement parler, de cadre juridique distinct du cadre prévu par les articles L 41-21-1 du Code du travail et suivants, qui énumèrent la façon dont on doit s'y prendre pour prévenir la santé physique et mentale des salariés. Donc c'est le droit commun du travail qui s'applique. C'est le droit commun du travail qui s'applique absolument. Après, c'est dans un cadre un peu particulier, puisqu'il va naturellement y avoir l'information-consultation des représentants du personnel, Bien sûr. et puis il va y avoir le contrôle de l'administration sur comment vous avez analysé les risques, quelles sont les mesures que vous avez prises pour les prévenir, et sont-elles suffisantes? Ça, c'est un contrôle qui est effectué par l'administration au moment de l'homologation ou de la validation. Quand je dis au moment de la validation de l'homologation, c'est parce que c'est le moment où l'administration va prendre une décision. Mais en fait, en amont, l'administration écrit généralement une lettre d'observation, rappelle que ces principes doivent s'appliquer et s'assure ensuite qu'ils ont bien été appliqués par l'entreprise. Alors on va s'intéresser au cas où il y aurait la négligence ou l'absence de prise en compte des risques psychosociaux par l'employeur. Comment concrètement on peut évaluer les risques, notamment de contentieux, en cas d'absence ou d'insuffisance de prise en compte des risques psychosociaux de la part de l'employeur? Alors, l'absence de prise en compte des risques psychosociaux, là, je pense qu'il y aura un feu rouge de l'administration et les risques sont élevés d'avoir un feu rouge de l'administration D'accord. si vraiment il y a une absence. Après, la question, c'est plus l'insuffisance. L'insuffisance, c'est toujours quelque chose de relatif. Il y en Comment on a, la il y caractérise? en a, mais il y en a peut-être pas assez. Moi, ma recommandation, quand même, c'est de faire un travail sérieux sur le sujet et anticiper. C'est-à-dire prévoir en amont, ne pas arriver, transmettre un document unilatéral à l'administration sans que ce sujet n'ait été évoqué. De même avec les représentants du personnel, parce que je peux vous dire que les représentants du personnel ont ce sujet-là tout à fait à l'esprit et posent des questions, et leurs experts également, et vous demandent comment vous avez anticipé, comment vous avez évalué les risques psychosociaux, et comment vous avez évalué la charge de travail de ceux qui restent. C'est un exercice, à vrai dire, extrêmement compliqué.
évaluer la charge de travail de ceux qui vont rester après les suppressions d'emplois. C'est une évaluation un peu arbitraire, d'autant plus que, évidemment, avant d'engager une procédure de licenciement, vous prévenez pas toute la boîte que on va supprimer des Bien postes, sûr. et donc vous n'avez pas les niveaux hiérarchiques disponibles pour vous dire vraiment ce que font les uns et les autres. Et d'ailleurs, les experts sont souvent à dire, ah mais là vous parlez du travail prescrit, vous travaillez pas du travail ressenti, il faut refaire l'analyse. Bon, je pense qu'il ne faut pas aller trop dans l'excès de l'anticipation. Je pense qu'il serait plus pertinent de prévoir un suivi régulier de la charge de travail après plan social, plutôt que d'essayer d'imaginer ce que sera l'avenir, ce qui est toujours extrêmement délicat. Oui, on n'a pas une boule de cristal On pour n'a pas savoir une comment boule de ça va se cristal. passer. Voilà. Pour terminer, au-delà de l'anticipation et des éléments que vous venez de dire, est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à avoir sur l'anticipation et minimiser ces risques psychosociaux pour essayer de mieux gérer cette situation qui est compliquée? Ce qu'il y a de certain, hein, c'est que les plans sociaux, c'est souvent assez traumatisant. Très souvent, ça intervient à un moment où l'entreprise, en plus, ne va pas bien. Et je pense que dans votre entreprise, l'ambiance est meilleure quand le chiffre d'affaires augmente que quand le chiffre d'affaires décroît. Bien sûr. C'est assez naturel. L'actionnaire est content, mais les salariés aussi. Ils aiment que leur entreprise marche parce que ça veut dire que les projets auxquels ils participent sont des projets qui marchent. Donc c'est toujours assez délicat. Mais ce qu'il faut peut-être, c'est penser à la formation du management intermédiaire et des élus. Parce que je pense que pour minimiser les risques psychosociaux, il faut savoir détecter les points sensibles, les gens qu'on imagine un peu fragiles, pour pouvoir au mieux les accompagner. Et pour ça, il faut être bien formé pour Et, pouvoir et pour identifier. ça, il faut être bien formé, parce qu'un manager peut avoir des phrases extrêmement maladroites, qui peuvent être extrêmement blessantes, alors même que le manager ne pense peut-être que telle personne va être licenciée, mais peut-être que les critères d'ordre, ça tombera sur quelqu'un d'autre. Et donc, il faut bien se dire que l'annonce d'un potentiel licenciement, dans certaines circonstances, ça peut être effectivement traumatisant parce qu'on se dit, je vais peut-être pas retrouver un emploi. Si je retrouve pas un emploi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai souscrit un emprunt la veille, etc., etc. Donc, je crois que la formation de l'encadrement de proximité, la formation des élus, pour savoir justement eux aussi, parce que c'est souvent le réceptacle justement de ces inquiétudes, Bien sûr. qu'il y ait un bon climat social et que le délégué syndical prévienne tout de suite la DRH de tel ou tel cas, ou qu'on mette en place une ligne d'alerte psychologique. Ça, ce sont des mesures qu'il faut prendre pour éviter effectivement des troubles psychosociaux qui peuvent être assez graves, hein, après. On va conclure là-dessus. Merci Joël Granger. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein de Flichy Granger Avocats. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change. Restez curieux et informés.